Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 6. Rien n'est jamais vraiment perdu. Les rites funéraires sont une part essentielle des coutumes dans le Galanor. Toute civilisation accorde une extrême importance à ses morts. Il existe autant de rites que de divins. Même les colonies de kobolds traitent leurs morts avec une très grande sollicitude. La mort laissée à l'abandon sera revendiquée par le porteur de pestilence. Chaque chapelle a donc la responsabilité et le devoir de dispenser les derniers rites à ses fidèles. Le mort se réanime souvent aux alentours du 5e jour, mais en approchant le solstice de morte saison, cela peut arriver en quelques heures. La crémation est une solution, mais elle est souvent employée contre les zélotes ou en temps de guerre. Les orques sont les seuls à laisser leurs morts se réanimer, et cela serait même vu comme un honneur. En effet, pour ces sauvages, revenir de l'oblivion et semer le chaos serait la preuve d'une très grande volonté, d'une immense force. Telkis Valrod, 123, 3e âge. Philosophie et théologie de Diurne. Bibliothèque de la Guilde. Que penser de mes rêves? Étaient-ils prophétiques ou de simples songes d'enfant, fuyant la rudesse de sa réalité? À cette époque de ma vie, rien n'était clair. Ma destinée m'entraînait comme un fleuve chaotique vers une destination plus qu'incertaine. Par moments, il me semblait clair que je n'allais pas atteindre l'âge de Tobias, tandis qu'à d'autres, j'étais certain d'être maudit, contraint d'être témoin de la mort des autres. Les cicatrices s'amoncelaient sur mon esprit et mon corps comme le lichen sur le tronc d'un jeune arbre, provoquant en apparence son vieillissement prématuré. J'ouvris les yeux et des crampes s'insinuèrent dans mon cou ainsi que dans mon dos. Les sentiments ressurgirent dans mon esprit aussi vivement que la veille. J'étais libre et j'avais porté un coup mortel à Tobias. J'observais autour de moi et mis un certain temps à comprendre où je me trouvais. Mes haillons me collaient au torse et je tirai sur le tissu qui se mit à craquer légèrement. Il était imbibé d'une grande quantité de sang. Pris de panique, je retirai ma tunique miteuse afin d'observer ma poitrine et mon ventre. J'étais très sale, mais indemne. Toute cette hémoglobine venait de ma blessure à la tête. D'un rapide coup d'œil, j'observais dehors et l'environnement avait perdu toute forme, molletonné par l'épaisse couche de neige. Le soleil n'avait pas encore pointé et l'air de la forêt baignait dans une lumière bâtarde, hybride de nuit et de jour. Je m'avançai à l'entrée et une vision pour le moins horrifique se présenta à mes yeux. Tobias était mort. Non pas de froid, mais d'autre chose. Son corps était affreusement mutilé. Quelqu'un l'avait criblé de coups de couteau et on lui avait mangé une partie de son visage. L'individu qui avait fait cela avait laissé des traces dans la neige et mon esprit se mit de nouveau à imaginer des choses terribles. Ce n'est peut-être rien. Ne t'emballe pas, Maeve, pensai-je à voix basse. Les traces longeaient les ruines en direction du nord et je descendis doucement afin de ne pas faire de bruit. J'allais les emprunter quelque temps afin de masquer ma présence. La neige m'arrivait aux genoux, ce qui ne rendait pas la marche facile. Après quelques instants, les ruines s'éparpillèrent davantage et le sillon prit la direction de l'ouest. J'observais à ma gauche en quête d'une silhouette marchant dans les bois, mais rien ne semblait se déplacer. Tout n'était qu'immobilité et blancheur. Je levai les yeux et réalisai que le soleil n'avait toujours pas daigné se manifester. Les morts vivants ne supportaient pas sa lumière. Les légendes étaient toujours claires sur ce point. J'avais soudainement senti mon cœur se serrer. Une trompe d'eau gelée se déversa sur moi. J'observai chaque arbre en détail, mais ne vis rien. Rien du tout. Je savais pourtant que quelque chose se cachait à mon regard. Mais où? J'étais sûr d'avoir vu un visage. Mon regard se stoppa sur un pin recouvert de neige.
À sa base, certaines branches avaient pourri, laissant l'espace suffisant pour s'en faire une cabane de fortune. Là, une silhouette se découpait. Mon cœur bondit contre ma gorge tandis que je l'observais en détail. Ses yeux étaient deux cavités vides et boursouflées. Sa bouche, un abîme immonde et craquelé. Ma main gauche se posa instinctivement sur mon amulette. Le cadavre semblait inerte, mais mon esprit ne parvenait plus à retrouver son calme. Je portais mon regard vers le nord. Il fallait continuer sans bruit. Je voulais contourner cet arbre maudit et mettre le plus de distance possible entre lui et moi. Je continuais ma route sur une petite distance, quand un hurlement perça soudainement le calme de la forêt et mon cœur se comprima encore davantage. C'était la voix d'une femme, mais aucun homme n'aurait été en mesure d'émettre un cri si terrifiant. La créature était sortie de sa cachette, et l'espace d'un instant, j'avais pu voir en détail l'ensemble de sa morphologie. Ses vêtements débraillés ne cachaient presque plus sa nudité. Son sexe était incertain et son corps grotesque. Le ventre ouvert, toute côte dehors et ses bras chétifs écartés, il s'élança furieusement en avant, brandissant une petite lame dans l'une de ses mains. La créature se mit à dévaler furieusement dans ma direction, en poussant des hurlements. Tout se précipita dans ma tête, et alors que je songeais à la cachette dans les ruines, mes jambes me portèrent dans sa direction. Je ne pouvais affronter pareille créature à main nue. C'était de la folie. Je courais aussi vite que possible dans le sillon que j'avais laissé dans la neige, mais les chaînes à mes chevilles claquaient contre ma chair et entravaient ma course. Je m'aventurai à observer par-dessus mon épaule et chutai lamentablement sur le sol gelé. Je levai les mains devant mon visage et elles étaient sanguinolentes. La créature fila comme le vent dans ma direction. De mes mains ensanglantées, j'empoignis le bâton qui venait d'entraver ma course et le levai dans sa direction. Je devais affronter ce monstre ou il me réduirait en pièces. Arrivé à distance de bras, il bondit sur moi comme un animal. Mon bâton entra dans son torse ouvert et m'échappa des mains. Il était maigre et beaucoup de chair manquait sur son corps, mais sa stature était plus grande et plus lourde que la mienne. Sa lame me laboura le visage en travers et je criai de douleur. Mon œil droit était aveuglé. La créature tenta de fermer sa mâchoire putride sur mon cou, cependant que le bâton bloquait son avancée. Mes sens décuplés par la douleur, j'attrapai sa main tenant la dague. Ses hurlements me percèrent les tympans alors qu'il tentait de se débattre. De mes dents, j'arrachai les doigts de la créature afin de libérer l'arme. Un goût des plus immondes me remplit la bouche, tandis que ses os craquaient entre mes dents. L'arme chuta à côté de mon visage et je sentis le sang couler sur ma figure, tout près de mon œil encore valide. J'attrapai l'objet, tandis que sa main rongée s'abattit sur mon épaule. Ses petits os pénétrèrent ma peau et la colère monta en moi comme un feu. J'affermis ma prise sur la poignée et d'un coup sec, sectionnai son épine dorsale à la base de son cou. La créature s'effondra, inerte, sa mâchoire claquant dans le vide. Je me levai en l'écartant de moi. J'avais la tête qui tourne et le sang perlait depuis mon visage, constellant la nappe blanche à mes pieds. Je passai la main sur mon ventre et la panique me gagna. Mon amulette n'était plus là. J'observais autour de moi furieusement, mais il n'y avait rien. « Par les dieux, non, tout sauf cela !» m'écriai-je, désespéré. J'ouvris la main décharnée de la créature et elle était là. Alors, mon cœur s'apaisa. J'étais vivant et je n'avais rien perdu. Je plaçai l'objet dans mes culottes et alors que tout était pour le mieux, un détail me souleva le cœur. Un kriss à la lame noire, finement forgé. J'observai la créature et tout devint évident. Ses haillons étaient gris, délavés, et avaient dû autrefois être une robe. Son ventre était ouvert et rongé, tout comme sa bouche, sans doute par les animaux sauvages. De dégoût,
je laissai la lame glisser entre mes doigts. C'était toi, pensai-je à haute voix. Le monde autour de moi devint flou, et je perdis peu à peu les sensations de mon corps. Mes jambes se dérobèrent sous mon poids, et avant que je n'atteigne le sol froid de la forêt, mes pensées atteignirent ce lieu si familier, celui pour lequel mon esprit se languissait tant. Ses doigts fins passèrent sur mes joues et se plongèrent dans mes cheveux. C'était elle. Elle se tenait étendue sur moi. Sa chevelure coulait autour de son harmonieuse figure, ondulant comme l'eau ténébreuse. Ses ornements, à mi-chemin entre l'andouiller et le tronc d'un buisson épineux, scintillaient sous la lumière des lunes. Son parfum de glycine emplissait l'air tiède de la nuit. Je sentais un désir monter en moi, celui de lui donner un baiser passionné sur ses lèvres. Mais ce fut elle qui s'élança pour me le donner. Un goût sucré pénétra ma bouche, tandis que sa langue entrait en contact avec la mienne. Mes bras passèrent autour d'elle et nous restâmes ainsi un très long instant. À mesure qu'elle déplaçait ses mains sur mon torse, son parfum saturait mes sens, complexe, raffiné et envoûtant. J'étais suspendu à ses lèvres et lisais sur son visage une souffrance profonde. Une tristesse sans nom inonda mon âme. Comme une vague, elle me submergea et laissa à son passage un vide, une sécheresse insipide. Je voulais la toucher et la goûter, mais le rêve approchait déjà sa fin. Je le sentais. C'était un supplice à chaque fois plus difficile à supporter. Je ne voulais pas qu'il s'arrête. Je voulais rester ici pour l'éternité. Mais la réalité est rustre. Elle ne ménage personne. Mes paupières se décollèrent doucement, ouvrant mon regard à un monde tourbillonnant et flou. Mon premier réflexe fut d'essayer de frotter mon visage, mais une main me saisit le bras, l'immobilisant dans son élan. « Ne touche pas ta plaie. » Une femme m'observait, d'un regard empreint d'autorité. Ses traits étaient austères et son âge avancé. J'avais le sentiment d'avoir déjà vu cette personne. Les questions s'enchaînaient dans mon esprit. Je sentais ma peau se tirer à chacune des expressions de mon visage et une douleur intense irradier de ma joue. « Qu'avez-vous fait? Où suis-je » l'interrogeai-je. J'inspectais les lieux autour de moi. J'étais allongé sous un arbre au milieu de la forêt, une couverture sous mon dos. La femme m'observait, le Christ noir entre ses mains. « J'ai recousu ton visage, et je t'ai éloigné du village au cas où ces barbares voudraient te retrouver, » dit-elle, en posant la lame à côté de moi. Je pris quelque temps pour digérer ces informations. Il devait avoir été averti de ma balade nocturne par les esclaves. J'avais le sentiment que ma joue gauche était continuellement pliée. La sensation était des plus insupportables. « Tu as une famille à retrouver ?» me questionna-t-elle. Une famille. Je pesai le mot dans mon esprit, me questionnant sur le sens qu'il pouvait bien avoir dans l'existence qui était la mienne. Klaus, mon grand-père, ne m'attendait sûrement pas. Et Gwyn m'avait abandonné. Je n'avais véritablement personne. « Non, » répondis-je, en m'adossant au tronc de l'arbre. Je posai ma main sur mes culottes, et l'amulette y figurait encore. Elle sortit un petit coffret de la sacoche de cuir qu'elle portait à sa ceinture. Elle saisit une pipe en bois pourpre et une boulette de fleurs séchées qu'elle plaça dans le foyer. Je pris le Christ noir dans mes mains blessées et le gardai contre moi. Les yeux mi-clos, elle porta la pipe à sa bouche et tira longuement. Elle prit de longues inspirations. Le foyer brilla et une volute virevolta entre les branches du pin. Cela fait, elle me plaça la pipe entre les lèvres et me fit signe d'en inspirer la fumée. « C'est de l'altmisia. Elle engourdit la douleur et accélère le rétablissement, » dit-elle en exhalant de la fumée. Je pris une grande goulée puis la relâchai. Sur ma langue, un goût de cannelle et de miel amer se heurtait à celui du réglisse.
Je restai silencieux, l'esprit inondé de questions. Mes pensées filaient comme les insectes volants en belle saison, et mes paupières devinrent si lourdes que les retenir fut impossible. Mes préoccupations éclatèrent les unes après les autres, comme d'innombrables bulles de savon. Une seule interrogation demeura. Allais-je un jour rencontrer la femme de mes rêves? La première fois fait toujours cet effet, jeune homme, dit-elle, en reprenant l'objet avant de prendre elle-même de longues goulées. Maeve, je m'appelle Maeve, annonçai-je. Elle demeura silencieuse quelques instants avant de m'annoncer son nom. Je suis Kayla, une aventurière. Elle poussa une mèche de cheveux suspendue devant son visage, afin de me donner un accès libre de tout obstacle à ses traits. Mon cœur se serra dans ma poitrine. « Une aventurière ?» répétai-je, la voix pleine d'un intérêt non fin. Elle sourit, prit une longue goulée et répondit. « Oui, une rareté ici, tout près de l'Oldarion, je l'admets. » Je hochai machinalement la tête, l'esprit embrumé par l'excitation et la fumée. « Maintenant cesse de bavarder et repose-toi. » Elle se leva, sans plus de cérémonie, et quitta l'abri du pin. Tandis que je sombrais de nouveau dans le sommeil fiévreux, induit par ma blessure au visage, mon esprit s'égarait dans les méandres de mes réflexions ésotériques. Je pensais à la route sinueuse qui m'avait mené ici. Le destin est une chose pour le moins curieuse. Il est la force qui pousse chaque bloc de ce monde, les amenant à se rencontrer et se heurter. J'ai appris au fil du temps à traiter le destin comme une sorte de magie, invisible, indéchiffrable, mais bien là. Les deux se comportent tels des cours d'eau parallèles, l'un à l'autre, et de puissance égale. Nous, simples mortels, ne faisons qu'emprunter un sentier délimité d'un côté par la magie et de l'autre par la destinée. Alors que je couche ces lignes sur ce papier de bien piètre qualité, il m'est possible de le ressentir. Il m'est possible de visualiser chaque bloc avec précision. Combien de divins, en tout, s'étaient mêlés de ma vie? Aucune de mes questions n'auront jamais de véritable réponse. Je ne m'hasarderai pas à en donner. Un dogme d'éclipse, déité de la nuit et du secret, me vient en mémoire. Certaines choses ne peuvent qu'exister dans le secret. Cette phrase suffit à elle seule à faire taire une curiosité qu'un savoir incomplet ne serait jamais parvenu à étancher. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, soyez-en remerciés. Sur ma page Patreon, l'épisode 9 est déjà disponible à mes abonnés. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.